Chapitre 7. Crainte et maladie. Je me souviens d'un canonnier qui lisait dans les mains. Il était bûcheron de son métier et formé par cette vie sauvage à l'interprétation immédiate des signes. Je suppose qu'à l'imitation de quelque autre sorcier, il s'était mis à observer aussi le creux des mains, et c'était là qu'il lisait la pensée, comme nous faisons tous dans le regard et dans les plis du visage. Au bois des clairs chênes, à la lueur d'une bougie, il retrouvait son temple et sa majesté, disant au sujet des caractères des choses souvent justes et toujours mesurées, annonçant aussi l'avenir prochain et l'avenir lointain de chacun, choses qui ne font point rire. Et j'eus occasion de remarquer dans la suite qu'une de ces prédictions se trouva vérifiée, en quoi sans doute j'ajoutais quelque chose au souvenir, car il m'était agréable de retrouver la prédiction dans l'événement. Ce jeu de l'imagination m'avertit, une fois de plus, et me confirma dans la prudence que j'ai toujours suivie, car je n'ai montré les lignes de ma main ni à lui ni à aucun autre. Toute la force de l'incrédulité est en ceci qu'on ne veut point consulter l'oracle. Dès qu'on le consulte, il faut y croire un peu. Aussi la fin des oracles, qui marque la révolution chrétienne, n'est-elle pas un petit événement? Thalès, Bias, Démocrite et les autres vieillards fameux des temps anciens avaient sans doute une tension artérielle peu satisfaisante dans le temps où ils commençaient à perdre leurs cheveux. Mais ils n'en savaient rien. Ce n'était pas un petit avantage. Les solitaires de la Thébaïde se trouvaient encore mieux placés. Comme ils espéraient la mort au lieu de la craindre, ils vivaient très longtemps. Si l'on étudiait physiologiquement et de très près l'inquiétude et la crainte, on verrait que ce sont des maladies qui s'ajoutent aux autres et en précipitent le cours, en sorte que celui qui sait qu'il est malade et qui le sait d'avance, d'après l'oracle médecin, se trouve 2 fois malade. Je vois bien que la crainte nous conduit à combattre la maladie par le régime et les remèdes, mais quel régime et quel remède nous guériront de craindre? Le vertige qui nous prend sur les hauteurs est une maladie véritable, qui vient de ce que nous mimons la chute et les mouvements désespérés d'un homme qui tombe. Ce mal est tout d'imagination. La colique du candidat de même, ainsi la crainte de répondre mal, agite aussi énergiquement que l'huile de ricin. Mesurer d'après cela les effets d'une crainte continuelle. Mais pour se rendre prudent à l'égard de la prudence, il faut arriver à considérer ceci, que les mouvements de la crainte vont naturellement à aggraver le mal. Celui qui craint de ne pas dormir est mal disposé pour dormir, et celui qui craint son estomac est mal disposé pour digérer. Il faudrait donc mimer la santé plutôt que la maladie. Cette gymnastique n'est pas connue dans ses détails, mais on peut parier que les gestes de la politesse et de la bienveillance se rapportent à la santé, d'après cette sorte de théorème selon lequel les signes de la santé ne sont autres que les mouvements conformes à la santé. Les mauvais médecins seraient donc ceux qu'on aime assez pour vouloir les intéresser à ses propres maux, et les bons médecins sont ceux au contraire qui vous demandent selon l'usage « Comment allez-vous ?» et qui n'écoutent pas la réponse. 5 mars 1922. Chapitre 8. De l'imagination. Lorsque le médecin vous recoue la peau du visage à la suite de quelque petit accident, il y a parmi les accessoires un verre de rhum propre à ranimer le courage défaillant. Or, communément,
Ce n'est point le patient qui boit le verre de rhum, mais c'est l'ami spectateur qui, sans en être averti par ses propres pensées, tourne au blanc verdâtre et perdrait le sentiment. Ce qui fait voir, contre le moraliste, que nous n'avons pas toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui. Cet exemple est bon à considérer, parce qu'il fait voir un genre de pitié qui ne dépend point de nos opinions. Directement, la vue de ces gouttes de sang et de cette peau qui résiste à l'aiguille courbe produit une sorte d'horreur diffuse, comme si nous retenions notre propre sang, comme si nous durcissions notre propre peau. Cet effet d'imagination est invincible à la pensée, parce que l'imagination est ici sans pensée. Le raisonnement de la sagesse serait évident et bien facile à suivre, car ce n'est pas la peau du spectateur qui est entamée. Mais ce raisonnement n'a aucune action sur l'événement. Le rhum persuade mieux. D'où je comprends que nos semblables ont grande puissance sur nous par leur présence seule, par les seuls signes de leurs émotions et de leurs passions. La pitié, la terreur, la colère, les larmes n'attendent point que je m'intéresse d'esprit à ce que je vois. La vue d'une blessure horrible change le visage du spectateur, et ce visage, à son tour, annonce l'horrible et touche au diaphragme le spectateur du spectateur, avant qu'il sache ce que l'autre voit. Et la description, quelque talent qu'on y emploie, sait moins émouvoir que ce visage ému. La touche de l'expression est directe et immédiate. Aussi c'est très mal d'écrire la pitié si l'on dit que celui qui l'éprouve pense à lui-même et se voit à la place de l'autre. Cette réflexion, quand elle vient, ne vient qu'après la pitié. Par l'imitation du semblable, le corps se dispose aussitôt selon la souffrance, ce qui fait une anxiété d'abord sans nom. L'homme se demande compte à lui-même de ce mouvement du cœur qui lui vient comme une maladie. On pourrait bien aussi expliquer le vertige par un raisonnement. L'homme devant le gouffre se dirait qu'il peut y tomber, mais s'il tient le garde-fou, il se dit au contraire qu'il ne peut y tomber. Le vertige ne le parcourt pas moins des talons à la nuque. Le premier effet de l'imagination est toujours dans le corps. J'ai entendu le récit d'un rêve où le rêveur était en présence d'une exécution capitale imminente, sans qu'il sût si c'était de lui ou d'un autre, et sans même qu'il formât une opinion exprimable là-dessus. Seulement il sentait une douleur aux vertèbres crâniennes. Telle est la pure imagination. L'âme séparée, que l'on veut toujours supposer généreuse et sensible, serait au contraire, il me semble, toujours économe de son intérêt. Le corps vivant est plus beau, qui souffre par l'idée et qui se guérit par l'action. Non son tumulte, mais aussi la vraie pensée a autre chose à surmonter qu'une difficulté de logique, et c'est un reste de tumulte qui fait les pensées belles. La métaphore est la part du corps humain dans ce jeu héroïque. 20 février 1923. Chapitre 9. Mots d'esprit. L'imagination est pire qu'un bourreau chinois. Elle dose la peur. Elle nous la fait goûter en gourmet. Une catastrophe réelle ne frappe pas deux fois au même point. Le coup écrase la victime. L'instant d'avant, elle était comme nous sommes quand nous ne pensons point à la catastrophe. Un promeneur est atteint par une automobile, lancé à 20 mètres, et tué net. Le drame est fini. Il n'a point commencé, il n'a point duré. C'est par réflexion que naît la durée. Aussi, moi qui pense à l'accident, j'en juge très mal. J'en juge comme un homme qui, toujours sur le point d'être écrasé,
ne le serait jamais. J'imagine cette auto qui arrive. Dans le fait, je me sauverais si je percevais une telle chose. Mais je ne me sauve pas, parce que je me mets à la place de celui qui a été écrasé. Je me donne comme une vue cinématographique de mon propre écrasement, mais une vue ralentie et même arrêtée de temps en temps. Et je recommence, je meurs 1000 fois, et tout vivant. Pascal disait que la maladie est insupportable pour celui qui se porte bien, justement parce qu'il se porte bien. Une maladie grave nous accable, sans doute assez, pour que nous n'en sentions plus enfin que l'action présente. Un fait à cela de bon, si mauvais qu'il soit, qu'il met fin au jeu des possibles, qu'il n'est plus à venir et qu'il nous montre un avenir nouveau avec des couleurs nouvelles. Un homme qui souffre espère, comme un bonheur merveilleux, un état médiocre qui, la veille, aurait fait son malheur peut-être. Nous sommes plus sages que nous ne croyons. Les mots réels vont vite, comme le bourreau va chez nous. Il coupe les cheveux, échancre la chemise, lie les bras, pousse l'homme. Cela me paraît long parce que j'y pense, parce que j'y reviens, parce que j'essaie d'entendre ce bruit des ciseaux, de sentir la main des aides sur mon bras. Dans le fait, une impression chasse l'autre, et les pensées réelles du condamné sont des frissons, sans doute, comme les tronçons d'un ver. Nous voulons que le ver souffre d'être coupé en morceaux. Mais dans quel morceau sera la souffrance du ver ? On souffre de retrouver un vieillard revenu à l'enfance, ou un ivrogne hébété qui nous montre le tombeau d'un ami. On souffre parce que l'on veut qu'ils soient en même temps ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont plus. Mais la nature a fait son chemin. Ses pas sont heureusement irréparables. Chaque état nouveau rendait possible le suivant. Toute cette détresse que vous ramassez en un point est égrenée sur la route du temps. C'est le malheur de cet instant qui va porter l'instant suivant. Un homme vieux, ce n'est pas un homme jeune qui souffre de la vieillesse. Un homme qui meurt, ce n'est pas un vivant qui meurt. C'est pourquoi il n'y a que les vivants qui soient atteints par la mort, que les heureux qui conçoivent le poids de l'infortune. Et pour tout dire, on peut être plus sensible aux maux d'autrui qu'à ses propres maux, et sans hypocrisie. De là un faux jugement sur la vie, qui empoisonne la vie, si on y prend garde. Il faut penser le réel présent de toutes ses forces, par science vraie, au lieu de jouer la tragédie. 12 décembre 1910. Chapitre 10. Argan. De très petites causes peuvent gâter une belle journée. Par exemple, un soulier qui blesse. Rien ne peut plaire alors, et le jugement en est hébété. Le remède est simple. Tout ce malheur s'enlève comme un vêtement. Nous le savons bien, et ces malheurs sont rendus légers, même dans le présent, par la connaissance des causes. Le nourrisson qui sent la pointe d'une épingle hurle comme s'il était malade au plus profond. C'est qu'il n'a pas idée de la cause ni du remède. Et quelquefois même, il se fait mal à force de crier, et n'en crie que plus fort. Voilà ce que l'on doit nommer un mal imaginaire. Car les maux imaginaires sont aussi réels que les autres. Ils sont seulement imaginaires en ceci que nous les entretenons par nos propres mouvements. En même temps que nous en accusons les choses extérieures, il n'y a pas que les nourrissons qui s'irritent de crier. On dit souvent que la mauvaise humeur est une maladie et qu'on n'y peut rien. C'est pourquoi je rappelle d'abord des exemples de souffrance et d'irritation qu'un mouvement très simple peut aussitôt supprimer. On sait qu'une crampe au mollet ferait crier l'homme le plus ferme, mais appuyez le pied bien à plat sur le sol et vous êtes guéri en un instant. Pour un moucheron ou un charbon dans l'œil, si vous vous frottez, c'est un ennui de 2 ou 3 heures. Mais tenez seulement vos 2 mains immobiles et regardez la pointe de votre nez. Aussitôt, le courant des larmes vous délivre,
Et depuis que j'ai appris ce remède si simple, j'en ai fait plus de 20 fois l'expérience. Preuve qu'il est sage de ne pas d'abord accuser les êtres et choses autour de nous, et de prendre garde, premièrement, à nous-mêmes. On croit observer, quelquefois chez les autres, une certaine prédilection pour le malheur, et cela se voit grossi dans un certain genre de fous, d'où l'on pourrait bien inventer quelques sentiments mystiques en même temps, et diaboliques. C'est être dupe de l'imagination. Il n'y a point tant de profondeur dans un homme qui se gratte, et nullement un appétit de douleur, mais plutôt une agitation et irritation qui s'entretiennent d'elles-mêmes par l'ignorance des causes. La peur qu'on a de tomber de cheval résulte de mouvements gauches et tumultueux par lesquels nous croyons nous sauver de chute, et le pire est que ces mouvements font peur au cheval. D'où je conclurai, à la manière cite, que lorsqu'un homme sait monter à cheval, il a toute la sagesse, ou presque. Il y a même un art de tomber, étonnant dans l'ivrogne parce qu'il ne pense point du tout à bien tomber, admirable dans le pompier parce qu'il a appris par gymnastique à tomber sans craindre. Un sourire nous semble peu de chose et sans effet sur l'humeur, aussi ne l'essayons-nous point. Mais la politesse, souvent, en nous tirant un sourire et la grâce d'un salut, nous change tout. Le physiologiste en sait bien la raison, car le sourire descend aussi profond que le bâillement, et de proche en proche délie la gorge, les poumons et le cœur. Le médecin ne trouverait pas dans sa boîte à remèdes de quoi agir si promptement, si harmonieusement. L'imagination, ici, nous tire de peine par un soulagement qui n'est pas moins réel que les maux qu'elle cause. Au reste, celui qui veut faire l'insouciant sait bien hausser les épaules, ce qui, à bien regarder, aère les poumons et calme le cœur, dans tous les sens du mot. Car ce mot a plusieurs sens, mais il n'y a qu'un cœur. 11 septembre 1923. Chapitre 11. Médecine. Je connais, dit l'homme de science, un nombre important de vérités, et je forme une idée suffisante de celles que j'ignore. Je sais ce que c'est qu'une machine, et comment il arrive qu'un écrou sautant détruit tout, faute d'un peu de soin, faute d'une attention de quelques minutes, et toujours parce que l'homme de l'art n'a pas été consulté en temps opportun. C'est pourquoi je réserve une part de mon temps pour la surveillance de cette machine composée que j'appelle mon corps. C'est pourquoi, dès qu'il y a symptômes de frottement ou grincement, je me livre à l'homme de l'art pour qu'il explore la partie malade ou supposée telle. Et par ces soins, selon les avertissements de l'illustre Descartes, je suis assuré, les coups du sort sont mis à part, de prolonger ma vie autant que le comporte l'instrument que j'ai reçu de mes pères. Et voilà ma sagesse. Il parlait ainsi, mais il vivait tristement. Je connais, dit le liseur, un nombre important d'idées fausses qui compliquèrent la vie des hommes dans les temps de crédulité. Ces erreurs m'ont instruit de vérités importantes dont nos savants se font une faible idée. L'imagination, d'après ce que j'ai lu, est la reine en ce monde humain, et le grand Descartes, en son traité des passions, m'en a assez expliqué les causes. Car il ne se peut point qu'une inquiétude, même si j'arrive à la surmonter, n'enflamme point mes entrailles. Il ne se peut point qu'une surprise ne change pas les battements de mon cœur. Et l'idée seule d'un ver de terre trouvé dans la salade me donne une réelle nausée. Toutes ces folles idées, quand je n'y croirais point, m'empoignent au fond de moi-même et dans les parties vitales, et modifient brusquement le cours du sang et des humeurs, ce que ma volonté ne saurait point faire. Eh bien, quels que soient les invisibles ennemis que j'avale à chaque bouchée,
Ils ne peuvent pas plus sur mon cœur, ni sur mon estomac, que les changements de mon humeur ou les rêveries de mon imagination. Il est nécessaire, premièrement, que je me tienne content autant que je puis. Il est nécessaire, secondement, que j'écarte ce genre de souci qui a pour objet mon corps même et qui a pour effet certain de troubler toutes les fonctions vitales. Car ne voit-on pas, dans l'histoire de tous les peuples, des hommes qui sont morts parce qu'ils se croyaient maudits? Ne voit-on pas que les envoûtements réussissaient très bien, si seulement le principal intéressé en était averti? Or, que peut faire le meilleur médecin, sinon m'envoûter moi-même? Et quel bien puis-je attendre de ces pilules, quand une seule parole de lui change les battements de mon cœur? Je ne sais pas trop ce que je puis espérer de la médecine, mais je sais très bien ce que j'en puis craindre. Et ma foi, quelque dérangement que je sente dans cette machine que j'appelle moi, je me console encore le mieux par l'idée que c'est mon attention même et mon souci même qui fait presque tout le désordre, et que le premier et le plus sûr remède est donc de ne pas plus redouter un mal d'estomac ou un mal de rein qu'un corps aux pieds. Qu'un peu d'épiderme durci puisse faire souffrir autant, n'est-ce pas une bonne leçon de patience? 23 mars 1922. Chapitre 12. Le sourire. Je voudrais dire de la mauvaise humeur qu'elle n'est pas moins cause qu'effet. Je serais même porté à croire que la plupart de nos maladies résultent d'un oubli de la politesse. J'entends d'une violence du corps humain sur lui-même. Mon père, qui par son métier observait les animaux, disait que, soumis pourtant aux mêmes conditions et autant portés que nous à abuser, ils ont bien moins de maladies, et il s'en étonnait. C'est que les animaux n'ont point d'humeur, j'entends cette irritation, ou bien cette fatigue, ou bien cet ennui qui sont entretenus par la pensée. Par exemple, chacun sait que notre pensée se scandalise de ne dormir point quand elle voudrait, et par cette inquiétude se met justement dans le cas de ne pouvoir dormir. Ou bien, d'autres fois, craignant le pire, elle ranime par ses mauvaises rêveries un état d'anxiété qui éloigne la guérison. Il ne faut que la vue d'un escalier pour que le cœur se serre, comme on dit si bien, par un effet d'imagination qui nous coupe le souffle, dans le moment même où nous avons besoin de respirer amplement. Et la colère est à proprement parler une sorte de maladie, tout à fait comme la toux. On peut même considérer la toux comme un type de l'irritation, car elle a bien ses causes dans l'état du corps. Mais aussitôt l'imagination attend la toux et même la cherche, par une folle idée de se délivrer de son mal en l'exaspérant, comme font ceux qui se grattent. Je sais bien que les animaux aussi se grattent, et jusqu'à se nuire à eux-mêmes, mais c'est un dangereux privilège de l'homme que de pouvoir, si j'ose dire, se gratter par la seule pensée, et directement par ses passions, exciter son cœur et pousser les ondes du sang ici et là. Passe encore pour les passions, ne s'en délivre pas qui veut. On n'y peut arriver que par un long détour de doctrine, comme celui qui est assez large pour ne point rechercher les honneurs, afin de ne pas être entraîné à les désirer. Mais la mauvaise humeur nous lie, nous étouffe et nous étrangle, par ce seul effet que nous nous disposons selon un état du corps qui porte à la tristesse, et de façon à entretenir cette tristesse. Celui qui s'ennuie a une manière de s'asseoir, de se lever, de parler, qui est propre à entretenir l'ennui. L'irrité se noue d'une autre manière, et le découragé détache, je dirais presque, dételle ses muscles autant qu'il peut, bien loin de se donner à lui-même, par quelque action, ce massage énergique dont il a besoin. Réagir contre l'humeur n'est point l'affaire du jugement, il n'y peut rien. Mais il faut changer l'attitude et se donner le mouvement convenable,
car nos muscles moteurs sont la seule partie de nous-mêmes sur laquelle nous ayons prise. Sourire, hausser les épaules sont des manœuvres connues contre les soucis. Et remarquez que ces mouvements si faciles changent aussitôt la circulation viscérale. On peut s'étirer volontairement et se conduire à bâiller, ce qui est la meilleure gymnastique contre l'anxiété et l'impatience. Mais l'impatient n'aura point l'idée de mimer ainsi l'indifférence. De même, il ne viendra pas à l'esprit de celui qui souffre d'insomnie de faire semblant de dormir. Bien au contraire, l'humeur se signifie elle-même à elle-même, et ainsi s'entretient. Faute de sagesse, nous courons à politesse, nous cherchons l'obligation de sourire. C'est pourquoi la société des indifférents est tant aimée. 20 avril 1923. Chapitre 13. Accident. Chacun a médité un petit moment sur l'effroyable chute. L'énorme voiture a manqué d'une roue et s'est inclinée d'abord assez lentement peut-être, et ces malheureux, suspendus un moment au-dessus de l'abîme, crièrent inhumainement. Chacun imagine assez aisément la scène, et quelques-uns, en rêve, éprouveront ce commencement de chute et l'attente du choc. Mais c'est qu'ils ont temps aussi pour délibérer. Ils miment la chose, ils goûtent la peur. Ils s'arrêtent de tomber pour y penser. Une femme me dit un jour « Moi qui ai peur de tout, il faudra pourtant que je meure. » Heureusement, la force des choses, quand elle nous tient, ne nous laisse pas loisir. La chaîne des instants est comme rompue. Ainsi, l'extrême souffrance n'est que poussière de souffrance, impalpable. L'horreur est soporifique. Le chloroforme, selon la vraisemblance, n'endort que le plus haut de la pensée. Le peuple des organes s'agite et souffre pour soi, mais la somme n'en est point faite. Toute douleur veut être contemplée, ou bien elle n'est pas sentie du tout. Qu'est-ce qu'un mal d'un millième de seconde et aussitôt oublié? La douleur, comme d'un mal de dents, suppose que l'on prévoit, que l'on attend, que l'on étale quelque durée en avant et en arrière du présent. Le seul présent est comme nul. Nous craignons plus que nous ne souffrons. Ces remarques, qui sont le thème de toute consolation véritable, sont fondées sur une exacte analyse de la conscience elle-même. Mais l'imagination parle haut, c'est son jeu de composer l'horreur. Il faudrait quelque expérience. Toutefois, l'expérience ne manque pas tout à fait. Il m'arriva un jour, au théâtre, d'être porté à plus de 10 mètres de mon fauteuil par une courte panique. Il n'avait fallu qu'une odeur de roussi et quelques mouvements de fuite aussitôt imités. Or, qu'y a-t-il de plus horrible que d'être pris en ce torrent humain et d'être porté on ne sait vers quoi ni pourquoi? Mais je n'en sus rien, ni sur le moment même, ni par réflexion. Simplement je fus déplacé, et comme je n'avais pas à délibérer, il n'y eut pas de pensée du tout. La prévision, le souvenir, tout manqua à la fois. Ainsi il n'y eut plus de perception, ni même de sentiment, mais plutôt un sommeil de quelques secondes. Le soir que je partis pour la guerre, dans ce triste wagon plein de rumeurs, de récits passionnés et de folles images, j'étais assailli par des pensées peu agréables. Il y avait là quelques fuyards de Charleroi qui avaient eu le loisir d'avoir peur. Pour comble, il se trouvait dans un coin une sorte de mort assez blême, à la tête bandée. Cette vue donnait réalité aux effrayants tableaux de la bataille. Ils arrivaient sur nous, disait le narrateur, comme des fourmis. Nos feux n'arrêtaient rien. Les imaginations étaient en déroute. Heureusement le mort parla,
et nous conta comment il avait été tué en Alsace, d'un éclat derrière l'oreille. Mal non plus imaginaire, mais véritable. Nous courions, dit-il, sous le couvert d'un bois. Je débouche, mais à partir de là, je ne sais que dire. C'est comme si le grand air m'avait endormi tout soudain, et je me suis réveillée dans un lit d'hôpital où l'on m'a dit qu'on m'avait tiré de la tête un éclat gros comme le pouce. Ainsi je fus ramenée des mots imaginaires aux mots réels par cet autre air échappé des enfers. Et je soupçonnais que les plus grands mots sont de mal pensés. Ce qui ne me guérit pourtant point tout à fait d'imaginer le choc brutal et le fracas des os rompus dans ma tête. Mais c'est quelque chose, déjà, de savoir que l'on n'imagine jamais les mots comme ils sont. 22 août 1923.